Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. C'est le retour du concours Macapuche.com. Ford veut doubler la production de ses véhicules électriques d'ici 2023. VinFast lance 2 multisegments aux États-Unis et on en sait un peu plus sur la Cadillac Lyriq. L'AVEC lance une promotion, c'est le temps de devenir membre or ou membre bronze. Tesla lance un Cyberquad Junior pour les enfants. Chronique avec Stéphane Levert, on rencontre les ambulances de Mers. Chronique 100% net zéro, Nicolas se demande s'il y aura assez d'électricité pour tous les véhicules électriques qui s'en viennent. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle du freinage régénératif. Et en grande entrevue, on rencontre Pierre Lucier, président du Jour de la Terre Canada, pour parler du réseau Recharge Éco. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 115 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines, que vous en profitez pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture électrique, profitez des avantages d'avoir une voiture électrique par temps plus froid, parce que oui, il y a des avantages. On ne peut que penser qu'aux options de préchauffage, par exemple, qui permettent là, de préchauffer le véhicule avant nos départs le matin, et ce sans pollution, bien entendu, puisque les véhicules n'émettent aucun polluant lorsqu'ils sont en fonction. Ce sont des voitures électriques. Donc, j'espère que vous pouvez profiter, là, vous tous, les nouveaux propriétaires de voitures électriques, de ces fonctionnalités-là qui sont vachement intéressantes dans les voitures électriques et dont on ne parle pas assez souvent. On a un bel épisode aujourd'hui. On va vous parler de plein de choses. Est-ce que le Québec est capable de fournir l'électricité pour toutes les voitures électriques qui s'en viennent? On va parler d'ambulances électriques. On va parler, bien entendu, du réseau Recharge Éco du Jour de la Terre Canada en collaboration avec les marchands IGA. Donc, tout ça, c'est bien intéressant. Je vous annonce aussi le retour de notre promotion. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça avec Macapuche.com. On fait un tirage. On va faire le tirage de deux capuches, 2 protecteurs de port de recharge. Et pour participer, c'est fort simple. Tout de suite, après avoir écouté le podcast, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook de Silence on roule. Il va y avoir une publication. Donc, sur Facebook, pour nous trouver, vous tapez Silence on roule, le podcast, et vous allez nous trouver. Il y a une publication sur le concours. Gagnez votre capuche, macapuche.com, et toutes les informations pour participer sont là. Mais ça va vous prendre un petit mot de passe, un petit mot de passe secret que je vous donne à l'instant. Donc, pour participer, le mot de passe pour cette semaine sera kilowattheure. Je répète, kilowattheure. Donc, vous allez avoir besoin de ce mot-là. Et c'est très simple. Vous devez tout d'abord vous assurer que vous avez aimé, que vous avez, comme on dit dans le jargon, liké la page de Silence on roule sur Facebook. Vous allez devoir également identifier 3 personnes dans les commentaires sous la publication du concours. Et on va tirer au hasard. Donc, on va faire un tirage parmi tous les gens qui auront aimé et identifié 3 personnes sous la publication. Et ces gens-là, cette personne-là qui va être tirée va gagner un protecteur de port de recharge adapté à son véhicule. Donc, vous devrez évidemment, là, lorsqu'on vous annoncera que vous avez gagné, nous donner la marque, le modèle de votre véhicule électrique et la couleur que vous voulez, votre protecteur, et on va vous envoyer ça sans frais. C'est un concours là, qui est une collaboration, je vous le rappelle, de Macapuche.com. Je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas encore fait que vous pouvez aller sur Apple Podcasts, Google Podcasts et nous donner, nous mettre un 5 étoiles si vous nous aimez, bien entendu, quand vous nous encouragez comme ça via les plateformes de balado-diffusion. Ça aide à nous faire connaître, donc on a plus de notoriété. Le podcast, à ce moment-là, est proposé à plus d'auditeurs, donc vous aidez la cause de l'électromobilité par le fait même. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Ford souhaite doubler sa production de véhicules électriques d'ici la fin 2023. Le PDG de Ford, Jim Farley, a expliqué il y a 2 semaines dans une série de tweets que le constructeur automobile s'attend désormais à fabriquer 600 000 véhicules électriques annuellement dans le monde d'ici la fin 2023. C'est le double du plan précédent, un objectif qui pourrait être potentiellement considéré comme le 2e constructeur de VE aux États-Unis, là où les autres constructeurs automobiles s'en tiennent à leur plan actuel. L'objectif permettrait à Ford de devancer GM qui vise 1 million de ventes annuelles de véhicules électriques dans le monde d'ici 2035. La surprenante entreprise vietnamienne VinFast lance 2 multisegments électriques aux États-Unis lors du Salon de Los Angeles. Le VF E35 de taille moyenne avec des autonomies de 458 et 484 km, ainsi que le VF E36 pleine grandeur à 3 rangées avec une autonomie de 484 à 679 km. Ce sont des multisegments qui ont été présentés avec des aperçus fort intéressants. Les multisegments sont équipés d'un système d'infodivertissement intelligent, y compris des fonctions de contrôle embarqué telles qu'un assistant vocal, un assistant virtuel et des systèmes de commerce électronique pour n'en nommer que quelques-uns. Les prix seront divulgués au printemps prochain et Michel Lochler, PDG de VinFast, a déclaré à Automotive News que la société repose sur les 3 piliers essentiels, soit fournir aux consommateurs un produit attrayant de classe mondiale, des prix raisonnables et un excellent service clientèle qui comprendra une équipe mobile. En incluant cette qualité de produit à un prix raisonnable et un excellent service, nous sommes convaincus d'avoir une excellente offre, a déclaré Lochler. Dans le cadre de la stratégie, VinFast permettra aux clients de louer les batteries de véhicules, espérant ainsi atténuer les craintes qu'elles ne deviennent obsolètes. Le E35 et E36 bénéficieront d'une garantie de 10 ans qui couvrira également la batterie. En outre, l'entreprise prévoit également offrir une solide stratégie de bornes de recharge aux États-Unis. GM a publié la semaine dernière une mise à jour sur le développement de son VUS électrique, la Cadillac Lyriq 2023, dont la production devrait débuter au premier trimestre de 2022. Selon le communiqué de presse de GM, les ingénieurs de Cadillac ont complété 80% des tests de validation, confirmant qu'ils peuvent désormais commercialiser et finaliser le Lyriq pour entreprendre la production. Toujours selon GM, le Lyriq fait l'objet d'un programme de développement accéléré par rapport au lancement typique des véhicules neufs. Le lancement de la Lyriq avait déjà été avancé de 9 mois. Au Canada et sur plusieurs marchés internationaux, Tesla augmente les prix de la Model 3 et de la Model Y. La pression sur la chaîne d'approvisionnement semble avoir de plus en plus d'impact. Plusieurs marchés internationaux ont également été touchés par ces augmentations de prix, mais à un rythme plus faible dans la plupart des cas. Aujourd'hui, des hausses de prix importantes ont été présentées et affectent les marchés internationaux. Au Canada, qui est un plus petit marché évidemment, Tesla a également augmenté les prix de sa Model 3 et de sa Model Y. Les changements y sont plus importants car la Model 3 est maintenant exclue du programme de bonification fédérale de véhicules électriques. Au Canada, Tesla avait prévu certains aménagements afin de rendre la Model 3 éligible à l'incitatif fédéral de 5 000 $ pour les véhicules électriques, qui ne peut s'appliquer qu'à certains véhicules dont le prix de départ est inférieur à 45 000 $ canadiens, à certains autres dont le coût est inférieur à 55 000 $ canadiens. Le constructeur automobile avait proposé une version
édition très limitée du modèle 3 pour moins de 45 000 $ qui était si amoindrie que personne ne souhaitait l'acheter. Mais cette version de la Model 3 a permis à la gamme standard de la voiture de répondre aux critères pour l'incitatif gouvernemental. La dernière augmentation de prix de Tesla fait passer le prix de la gamme standard de la Model 3 de 54 490 $ à 59 990 $. Un nouveau règlement interne à l'Association des véhicules électriques en vigueur depuis son adoption par l'Assemblée des membres qui a eu lieu en septembre 2021 permet notamment des modifications aux catégories de membres accessibles et ouvertes à tous. L'AVEC propose maintenant 3 catégories de membres, Ami qui est gratuit, Bronze à 10 $ par année ou Or à 49 $ par année. Il y a actuellement une promotion, un rabais de 20 % pendant une durée limitée, soit du 24 novembre au 24 décembre 2021. Un rabais de 20 % est offert sur les adhésions bronze et or. Pour profiter de cette promotion, vous devez aller sur le site web de l'AVEC, aller dans la section membres et inscrire le code promotionnel AVEQ 2021. Pourquoi devient-on membre de l'Association des véhicules électriques du Québec? Eh bien, c'est fort simple. Pour appuyer la mission de l'AVEC, pour supporter financièrement les opérations et les activités de l'AVEC, pour participer à la vie associative, ainsi que profiter des offres exclusives pour les membres or ou bronze. Une nouvelle enquête de Bloomberg nous révèle que les prix des batteries pour véhicules électriques ont chuté de 6 % entre 2020 et 2021. Et si on regarde le prix des batteries lithium-ion qui dépassaient les 1 200 $ le kilowattheure en 2010, c'est une chute de 89 % en termes réels à 132 $ le kilowattheure en 2021, toujours selon le même rapport. Ces prix en dollars américains sont une moyenne pour plusieurs types de batteries, y compris les différents véhicules électriques, des autobus et des projets de stockage stationnaire. Selon le rapport, pour les véhicules tout électriques, en particulier, le prix était de 118 $ le kilowattheure sur une base moyenne pondérée en fonction du volume en 2021. Terminons sur une note légère. Tesla a lancé un VTT à 4 roues pour enfants. Le Cyberquad Junior est maintenant disponible sur commande et sur le site de Tesla. Et le tout pour 1 900 $ américains. Il pourrait être expédié d'ici 2 à 4 semaines et cet événement surprise intervient plus de 2 ans après l'annonce de son VTT Cyberquad pleine grandeur compatible avec le Cybertruck. Le Cyberquad pour enfants est disponible, mais toujours pas celui pleine grandeur pour adultes. Roulez vert avec Stéphane Levert. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Alain Brunel. Alain est président de Demers Ambulance. Alain, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, bienvenue. En entrée de jeu, pour les gens qui ne connaissent pas votre entreprise, j'aimerais ça que vous puissiez nous introduire qu'est-ce que c'est Demers Ambulance. C'était essentiellement de prendre une limousine ou une Cadillac à l'époque, puis de la couper puis de la longer. Les Cadillacs sont devenus des Econoline. Et après ça, c'est devenu des boîtes. Puis M. Demers a développé le marché des ambulances au Québec en premier. Et puis, dans les années 70, a commencé à vendre à l'international. Donc, une entreprise bien de chez nous qui rayonne à l'international. On est bien fiers de ça. Donc, le but que j'ai pris contact avec vous, c'était surtout pour parler du nouveau produit, comme j'ai dit tantôt, que vous avez lancé le mois dernier. J'aimerais ça que vous nous en parliez. En fait, l'idée a germé en 2016 de dire la question à ce moment-là, c'est à un moment donné, il va y avoir des ambulances électriques. Là, c'était pas, il n'y avait pas est-ce que les ambulances électriques vont exister? C'était oui, il va arriver, ça va arriver. La question, c'était plus quand. Puis tout de suite, déjà en 2016-2017, Lyon, à l'époque, Lyon Électrique faisait des autobus électriques. Ça faisait déjà 2 ans, je pense, qu'il était sur le marché des autobus électriques. On s'est rencontrés, puis on a, avec Marc Bédard de Lyon Électrique, développé un projet d'ambulance électrique. OK, très bien. Oui, on avait vu, effectivement, il y a quelques années, les esquisses de ça. Et puis là, c'est vraiment le mois dernier qu'on s'est rendu compte que le design avait tout changé, puis effectivement, qu'il y avait plus une apparence de camion dans la nouvelle mouture. Parlez-nous un petit peu des avantages là, que ce nouveau modèle-là vous a permis d'arriver. Bien, l'idée, quand on a commencé le projet,
on se disait aussi, tant qu'à faire un nouveau véhicule avec une nouvelle plateforme, les ambulances au travers des années ont été construites où l'intérieur de l'ambulance, le module à l'intérieur, a été toujours fabriqué en fonction des châssis disponibles. On parle des GM 3500, des Ford E350 ou E450. Et puis, l'évolution de la position, je prends l'exemple de la position de la civière, qui était dans un Cadillac allongé, était sur le côté de la rue à gauche. Et le technicien était assis à droite. Puis, c'était devenu des Econoline, la civière était à la même place. C'est devenu des boîtes, la civière était toujours à la même place. Fait que l'évolution a toujours fait en fonction du châssis. Toujours selon les contraintes du véhicule que vous adaptez. Véhicule. Fait que là, on a dit, si on part d'un nouveau châssis, ben regardons à positionner le paramédic et la civière à la bonne place, puis donner plus d'espace, puis essayer de travailler pour avoir un environnement où il y a plus d'espace pour le paramédic, puis une façon de pouvoir avoir le paramédic qui est assis, attaché avec des ceintures, puis pour être capable de s'occuper du patient de la tête aux orteils. L'autre chose qu'on a travaillé aussi, c'est avec des clients. On a regardé, on a des années de data avec différents véhicules. C'est quoi la trajectoire d'une ambulance? Qu'est-ce qu'ils font comme trajectoire d'une journée? Puis où il y a des temps d'attente? Puis où ils sont, c'est quoi le millage ou le kilométrage qu'ils font en moyenne pour pouvoir arriver et dire, bon, c'est ça l'autonomie qu'on a besoin. Puis, c'est ça, les postes de recharge qu'on va avoir besoin. Donnez-moi un petit peu une idée, là, vous avez parlé de distance, d'autonomie. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre du véhicule que vous lancez? Aujourd'hui, on parle d'une autonomie moyenne de 200 km, parce que ça dépend du requis de chauffage et de climatisation et les pentes, mais on parle d'une autonomie moyenne de 200 km. Une ambulance en milieu urbain fait environ 400 km par jour. Le défi de la communauté, le défi de la province, puis le défi du Canada, là, quand le gouvernement canadien ou le gouvernement du Québec donne des cibles d'être à 2030, ils comprennent que c'est pas juste de faire des camions. Il faut faire, puis des autos. Il faut qu'il y ait de l'infrastructure de recharge, puis il faut changer un peu à cette place le modèle. Même les communautés, les villes, il va falloir qu'ils s'adaptent aux véhicules électriques en général à un moment donné. Il va y avoir un coût de maintenance au niveau du châssis, au niveau de la propulsion. Si on prend un système électrique, c'est environ 20 composantes qui bougent. Pour un véhicule électrique, on parle environ de 2000 dans le cas d'un moteur conventionnel. Fait qu'il y a des coûts, des savings de freins, de transmission, tous les liquides, il y a beaucoup de savings. Le temps file, M. Brunel. En dernier, juste avant de vous laisser, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps avec nous, avec nos auditeurs, pour nous expliquer votre beau projet. Comme j'ai dit tantôt, une compagnie du Québec, deux compagnies du Québec qui ont fait affaire ensemble pour amener ce genre de produit-là et qui aura potentiellement un rayonnement international. On peut vraiment être fiers de voir comment que l'écosystème, comme vous l'avez décrit tantôt, est en train de se développer au Québec. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs: noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. Aujourd'hui, on a avec nous M. Pierre Lucier, qui est président du Jour de la Terre Canada. Bonjour, M. Lucier. Bonjour, Martin.
Écoutez, je suis super content de pouvoir vous parler parce que ça fait quelques reprises qu'on se croise dans des événements puis que je dis il faut qu'on trouve quelques minutes pour être capable de se parler du Jour de la Terre et particulièrement de votre projet Recharge Éco. On va y aller une chose à la fois. La première, parlez-nous de l'organisme Le Jour de la Terre. Qu'est-ce que c'est au juste puis quel est son rôle? Bien, on connaît le Jour de la Terre qui est le 22 avril et donc c'est une célébration qui a commencé en 1970 et en 1990, il y a une organisation qui s'appelle le Jour de la Terre Canada qui est née, Earth Day Canada, et dont au fil du temps, j'en suis devenu le président. Okay. Et l'objectif on connaît bien le Jour de la Terre, le 22 avril. Il y a plein de célébrations un peu partout. On fait des événements en lien avec la planète, l'environnement, comment on peut faire pour la préserver le plus possible. Mais l'organisme, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de créer des événements? Non, la mission de l'organisme, c'est d'accompagner les individus et les institutions à diminuer leur impact sur l'environnement. Donc, on monte des projets qui est le cœur de métier de notre organisme charitable, c'est de monter des programmes qui font en sorte qu'on finance la célébration du 22 avril. Donc, Greenpeace, Équiterre est dans le métro, vous demande des dons. Greenpeace cogne aux portes, vous demande des dons. Nous, on monte des programmes avec les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les institutions, les municipalités, et c'est comme ça qu'on finance la célébration du Jour de la Terre. OK. Et j'ai participé à quelques occasions à des événements le 22, que ce soit... c'est essentiellement, je dirais, j'étais dans le comité d'environnement de la ville, donc ici à Sainte-Julie, donc j'ai fait plusieurs trucs, mais entre autres, organiser des essais routiers de véhicules électriques, parce que c'était, mon dada, là, depuis déjà... 10 ans, ça va vite déjà. Donc, j'étais bien familier avec la journée, donc l'événement, mais c'est ça qui peut être un peu malin pour les gens. Il y a l'événement, mais il y a l'organisme aussi qui porte le même nom, puis on comprend mieux maintenant qui aide les entreprises et les personnes à organiser des événements pour célébrer ce Puis c'est le modèle. Donc, l'organisme existe. On imagine facilement le Jour de la Terre existe. Donc, on l'imagine comme la journée de la fête des mères ou donc Noël. Mais effectivement, il y a une organisation derrière tout ça. Et donc, la mission qui a commencé le 22 avril, donc en célébrant le Jour de la Terre pour accompagner la population en général, mais c'est un chemin qu'on s'est frayé de créer des programmes dirigés, dans le fond, très techniques aussi. Donc, on va en parler d'un, là, mais il y en a en gestion de matières résiduelles, il y en a en verdissement et évidemment en électromobilité. Donc, c'est des grands thèmes, mais on aime toujours développer des programmes où il y a peu de gens qui sont impliqués, développer une tendance et donc après ça, d'être au devant du changement environnemental, de l'action directe. Donc, c'est qui est assez particulier. Nous, on ne fait pas d'advocacy. Donc, on ne fait pas au Jour de la Terre de représentation auprès du gouvernement. Si on fait des représentations auprès du gouvernement, ça va toujours être pour de l'action directe, du support, encore une fois, à des programmes. On ne dit pas aux gens, ni comme au gouvernement, ni aux gens, quoi faire, mais on aide les gens à faire ce qu'ils ont le goût de faire. C'est très, très, très bien. Très inspirant, d'ailleurs. Et là, si on arrive au cœur du sujet qui je dirais pas qui nous préoccupe, ça nous préoccupe pas, au contraire, ça nous réjouit. C'est-à-dire votre projet qui est la construction d'un réseau de bornes de recharge qui s'appelle Recharge Éco. Parlez-nous donc un peu de ce projet-là. Comment est née l'idée? Ça vient de où? Donc, c'est un de vos partenaires, si je comprends bien votre fonctionnement, qui a eu cette idée-là et vous l'avez accompagné là-dedans, c'est ça? Et donc, dans le cas de la mobilité durable, donc il faut comprendre que nous, on n'est pas politique au Jour de la Terre. Mais il y a une cause qui est les changements climatiques qui nous autres, donc, transcendent la politique, qui donc nous a toujours animés de l'activisme. S'il y avait des choses qu'on faisait, les grandes marches du Jour de la Terre ont toujours été encadrées, ont toujours été de l'action sur les changements climatiques. Ça a toujours été au cœur d'une cause suprême que sont les changements climatiques au Jour de la Terre. On a fait plein d'initiatives qui tournent sur la mobilité qu'on appelle chez nous TMD, le transport et mobilité durable. On a fait un programme de taxi-partage, on a fait ça avec Diamond, puis c'était un système, c'était intégré dans le nouveau système de gestion des taxis Diamond. Puis là, on était capable ça a toujours été un bêta, là, c'est jamais arrivé à terme parce que
comme c'était incubé à l'intérieur de l'organisme, ça fonctionnait pas. Là, ça avait besoin vraiment beaucoup plus de financement que juste quelques centaines de milliers de dollars d'un organisme qui avait mis de côté pour faire ce projet-là. Mais donc, on a toujours une grande préoccupation sur de diminuer l'impact de la mobilité parce que nous autres, c'était le point direct d'action sur les changements climatiques. Ouais. Donc, on a continué à travailler là-dessus et là, dans le fond, voyant les autos se stabiliser, donc les émissions des autos se stabiliser, on avait une grande préoccupation sur les camions légers, les camions lourds. Les camions lourds, on trouvait que c'était en dehors de notre champ, dans le fond, que c'était ailleurs. Fait que là, on était dans le camion léger. Donc, on réfléchissait beaucoup aux camions légers. Puis, on a un grand partenaire chez nous au cœur de notre action qui sont les marchands IGA. Et donc, à un moment donné, on fait le fonds Éco-IGA. Le fonds Éco-IGA, c'est une dotation d'1 million par année que les marchands IGA, dans le fond, confient au Jour de la Terre pour gérer et remettre à la communauté. Et pour célébrer le 10e anniversaire, on a décidé de faire un 10e anniversaire électrique. On a, avec Ecotoon, créé les 4 premiers camions légers zéro émission réfrigérés au Canada. On les a fait tirer à nos marchands qui étaient des bons gestionnaires en matière résiduelle parce qu'un des programmes qu'on a monté avec le fonds Éco-IGA, ça s'appelle Action Réduction, puis ça reconnaît les bonnes pratiques en gestion de matière résiduelle auprès des marchands. Fait que là, tous les marchands qui faisaient des actions en gestion de matière résiduelle ont été éligibles à le tirage d'un camion. On a fait tirer 4 camions et ça a été un grand succès cette année-là, 2018. Donc, à ce suite de succès-là, on a mis en place une borne de recharge rapide. On s'est dit, on devrait essayer ça, savoir comment ça réagirait. Donc, en même temps aussi, même en 2018, on a fait tirer une Tesla 3 qui était une des premières qui arrivait. Donc, il y avait un virage sur le transport. Tu vois déjà notre préoccupation sur le transport des véhicules légers, donc qui se concrétise avec les camions légers transformés par Ecotoon. Et là, on installe une borne de recharge rapide à Lachenay, en test, dans un magasin à Lachenay. Puis là, on commence une nouvelle épopée, un nouveau programme qui va être la recharge éco. Donc, et on va faire une demande de subvention au programme du gouvernement fédéral. Puis, la première fois, c'était refusé. Et là, on est revenu avec une deuxième. Et c'est drôle parce que dans la première, le modèle était différent. Dans la deuxième demande, c'est vraiment le Jour de la Terre qui est le propriétaire du réseau, qui opère le réseau, qui construit les réseaux. Et là, le gouvernement fédéral a dit oui à cette demande de subvention-là. Et là, c'est né à ce moment-là, la recharge Éco-IGA. Ouais. Moi, je me rappelle très bien, puis on l'a couvert à Silence on roule, la conférence de presse qui avait eu lieu pour le lancement du réseau avec de mémoire, ça s'était fait à distance. Hein, ça s'était fait, il y avait des gens par Zoom. Là, je me rappelle, on l'avait diffusé dans un épisode spécial hors série. Pour mettre la table, puis peut-être un peu à nous amener aussi vers les questions que j'ai à vous poser, on va juste réécouter brièvement, non pas l'entrevue qui a été donnée, parce que la conférence de presse durait quand même un certain temps, mais une petite publicité, une petite vidéo qui est disponible sur votre site d'ailleurs, qui explique ce qu'est Recharge Éco, puis on revient tout de suite après. Découvrez le réseau Recharge Éco, propulsé par le fonds Éco-IGA et opéré par le Jour de la Terre à travers l'ensemble du Québec et au Nouveau-Brunswick. Avec 100 bornes de recharge rapide déployées dans les stationnements de 50 marchands IGA, recharger votre véhicule électrique n'aura jamais été aussi simple. Les bornes sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques, incluant les véhicules Tesla, grâce à un adaptateur disponible au comptoir de la courtoisie. La recharge éco est accessible 24 heures sur 24 dans des stationnements bien éclairés, en plus d'être facile d'utilisation pour vous offrir l'expérience la plus agréable possible. Ce réseau s'accorde parfaitement à vos besoins puisque l'efficacité des bornes de recharge rapide vous permet de recharger votre voiture en seulement 20 minutes. Juste le temps de faire votre épicerie ou de prendre un bon café au rayon prêt à manger. Rechargez votre véhicule en toute simplicité avec Recharge Éco, votre réseau de bornes de recharge rapide et efficace. Ça met la table. Donc, on voit un peu l'ampleur. Donc, il
Il y a quand même une grande quantité de bornes qui sont annoncées dans cette publicité-là, puis ça a été nommé aussi lors de la conférence de presse il y a plus qu'un an. Hein? Ça fait la pandémie nous a comme un peu. Hein? D'après moi, c'est pas plus qu'un an. On est à 11 mois. Là. On est dans l'année. Là. On n'est pas près, loin hein? On est tout près de l'année. Tout près. On annonce quand même beaucoup de bornes. Vous avez parlé tantôt d'une subvention que vous êtes allé chercher auprès du gouvernement fédéral. Je présume que cette subvention-là ne couvrait pas l'ensemble des bornes que vous annoncez pour le moment. Vous allez avoir du pain sur la planche. Est-ce qu'il y a assez de IGA pour toutes les mettre? C'est ma première question. Écoutez, on parle de 50 sites pour 100 bornes. Donc, on pourra en parler, mais c'est des bornes qui travaillent en duo. Là, donc, ouais. Il y a 300 magasins IGA. Donc, on couvre très peu. Donc, c'est une minorité d'IGA. J'ai une très grande demande de couvrir l'ensemble des GA. Donc, non, il y a assez de sites. Il y en a, donc, il y a vraiment une grande demande. Il y a de la place pour une deuxième et une troisième phase chez les marchands IGA au Québec. C'est ça. Donc, on avance là, dans notre projet. Donc, il y en a 100 d'annoncés. Au moment où on se parle, il y en a combien d'installés? Il y en a 30 d'installés. 30, OK. Oui. Donc, le tiers ou à peu près, là, c'est... On est dans le tiers, puis là, on a 15 sites, donc on a 30 autres en construction, donc qui vont être livrés incessamment. Donc, on s'attend à avoir à peu près 80 sites actifs, 80 bornes, donc 40 sites au mois après le gel, là, donc au mois de juin, et de finir l'ensemble des connexions. Vous savez que, peut-être là, je vais vous donner une petite primeur, mais plusieurs de nos sites, là, donc c'est pas la majorité, mais une bonne partie de nos sites se font avec des sites Tesla. Et donc, ça, il y a un petit peu de... c'est une plus grande installation, donc il faut qu'il soit mis en service. Il y a de l'arrimage à faire. Il y a de l'arrimage, il faut être mis en service. Sur certains sites, on se branche, sur certains sites Tesla, on se branche sur l'entrée Tesla. Donc, on doit activer Tesla avant de pouvoir activer la recharge éco. Oui, je comprends bien. Comment se fait le choix? Vous avez dit qu'il y a beaucoup plus de IGA, dans le fond, que de bornes qu'on va installer. Vous devez faire un choix à un moment donné. Il y a beaucoup de demandes. Vous devez donc forcément faire des choix. De quelle façon vous discriminez les sites sur lesquels vous allez mettre les bornes? Vous n'en mettrez pas. Est-ce que vous suivez là où Tesla va s'installer ou au contraire, vous avez votre mot à dire sur le site et vous allez... Par exemple, favoriser une région du Québec qui n'a pas beaucoup de bornes rapides, mais où il y a un IGA dans la ville, puis vous allez il faut se replacer dans un contexte. On a fait notre demande en 2019. On a un go en décembre 2020. Là, donc il y a une grande période de temps. Puis donc c'était vraiment c'est un réseau qui était pensé sur un réseau de longue distance. C'était vraiment pour calmer l'anxiété de l'autonomie du véhicule. Donc, on a vraiment réfléchi à un réseau qui sera présent dans sur l'ensemble du territoire. Il y a des endroits où est-ce qu'on a, dans le fond, puis on n'a pas tout eu. Hein? On a fait des choix, on aurait voulu à des endroits où il y avait des bornes puis qui manquaient de bornes, mais il faut aussi des marchands qui veulent y être, puis il y a quand même une contribution aussi. Les marchands, on arrive chez eux, mais ils doivent participer financièrement. Donc, il y avait plusieurs éléments qui devaient être rassemblés à ce moment-là. Ouais, et donc, mais si vous regardez la carte, c'est vraiment un réseau de longue distance. OK, excellent. Vous avez fait le choix d'aller avec une technologie qui sont les bornes de recharge de ChargePoint, qui sont comment dire, brandées ou qui sont à l'effigie de votre réseau, mais qui sont de marque ChargePoint, donc qui ne sont pas qui sont indépendantes du réseau ChargePoint. C'est-à-dire, est-ce qu'un client ChargePoint, dans son application, voit vos bornes ou elles sont complètement séparées du réseau ChargePoint? Non, elles ne sont pas séparées du réseau ChargePoint. C'est du co-branding, donc on fait avec ChargePoint. Okay. Donc, là où est-ce qu'on est, c'est vraiment ça, on est à cheval, on est toujours dans le réseau ChargePoint, mais on est identifié à la recharge éco. Ce qui fait qu'un client, et ça c'est peut-être ma prochaine question, quelqu'un qui veut utiliser vos bornes doit avoir un compte ChargePoint. Il doit avoir un compte ChargePoint, il doit avoir un compte Flow. Oui, il y a sa carte de crédit puisque nos bornes sont accessibles juste par un tap avec la carte de crédit. OK. Donc, c'est les différentes façons d'y accéder.
Donc, ça répond aussi à la question de la façon de payer. Donc, forcément, s'ils ont un compte Flow, un compte ChargePoint ou une carte de crédit, c'est comme ça que ça va être débité. Et si on veut trouver maintenant les bornes, on est en déplacement, est-ce que vous avez une application? On doit utiliser l'application ChargePoint? C'est l'application ChargePoint. Ouais. On n'a pas d'application. Justement, on vous laisse tenir loin. Donc, on vous laisse tenir loin des pièges du hardware et software. T'sais. On ne voulait pas se retrouver dans un momentum où est-ce qu'il y a un manque de communication entre l'application et la borne physique. Et donc, c'est une des raisons pourquoi on a choisi ChargePoint, parce qu'on ne voulait pas se retrouver entre un fabricant puis un producteur ou un ingénieur de logiciel. Okay. Parce que, on comprend, vos auditeurs le comprennent bien, quand l'application ne marche pas, ça sert, le hardware, il ne marche pas non plus. Donc, on vous laisse. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix. Puis on est heureux de ce choix-là. On espère que l'ensemble des réseaux vont nous permettre de voir sans frais. Là, c'est vraiment notre objectif de transiger puis que ça soit transversal avec l'ensemble des réseaux. OK, vous lisez dans ma pensée. À chaque réponse, vous venez sur la prochaine question. Puis c'était là que je vais m'en aller. Il y a quand même une tendance mondiale, et puis ici, ça s'en vient vers ça aussi, où les opérateurs de réseau tendent à vouloir s'intégrer. Donc, permettre d'être interopérable d'un réseau à l'autre. Donc, je comprends que la philosophie derrière Recharge Éco, c'est que autant que faire se peut, si les autres décident d'y participer, vous êtes ouvert à cette interopérabilité-là et d'être utilisable par les membres de tous les autres réseaux et vice-versa. Exactement. Nous, là, on est tout à fait là. On veut que ça soit fait, dans le fond, que ça soit fait zéro frais d'un côté comme de l'autre. Nous, on travaille sur l'espace physique. C'est vraiment l'expérience de se retrouver dans une expérience. Donc, tu sais, c'est moins l'expérience digitale que l'expérience de recharge. C'est pour ça qu'on est dans les IGA. Ça prend 20 minutes. Tu sais, dans le fond, tu es dans ton auto. Que même si tu vas pas chez IGA, tu peux aller te promener dans les légumes, c'est plus le fun que, tu sais, ou dans les fruits et légumes que de rester au froid dans ton auto. Donc, tu sais, c'est vraiment, puis on réfléchit à ce moment-là qui est, dans le fond, qu'on veut meubler de façon aussi, je pense que pour la cause environnementale, pour la cause communautaire. Donc, nous, on est vraiment dans l'espèce de moteur aussi de l'action communautaire, de l'action environnementale. Fait que d'un côté, meubler le temps, mais de l'autre côté aussi, vous nourrir d'espoir puis d'action environnementale. C'est plus ça qui nous... C'est pour ça que vous voyez bien là, pourquoi on choisit un système qui est intégré avec son logiciel puis son hardware, parce que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est plus le lieu physique, que vous soyez heureux quand vous venez en recharge. Je le comprends très bien. Vous avez parlé tantôt de la quantité. Bon, il y a à peu près le tiers des bornes qui sont installées. Il y en a un certain nombre de quantités. Il y a des travaux qui sont en cours. Ça devrait être connecté donc après l'hiver. Vous prévoyez la fin de l'installation des 100 bornes pour quand? Et, en deuxième partie de ma question, y a-t-il une expansion outre le 100 bornes de prévu? On espère avoir des dates de raccordement de chez Hydro-Québec au maximum au mois de septembre 2022. Donc là, c'est vraiment, et là, on y arrive, on a plusieurs stratégies pour y arriver. Je vous avoue qu'on aurait vraiment aimé ça, puis on croyait que c'était possible de le faire avant. La pandémie, et là, on a des problèmes d'approvisionnement de tous les morceaux, comme tout le monde, là. Donc, mais on est vraiment là-dedans. Mais ça, je pense que c'est assez sérieux sur la fin, donc des branchements, donc des mises en service. Quand on branche, on met en service 2 semaines, tu sais, dans le fond, c'est pas, même pas, là, quelques jours après, puis on fait nos ouvertures, donc clairement, là, octobre 2022, on a rappé, puis on est très, très heureux. On va disparaître de la carte quand on va avoir mis notre 50e site en service. On va prendre, j'imagine, quelques jours pour célébrer ça. Et effectivement, après, même avant, présentement, là, vous avez, je pense que je l'ai dit lors du lancement,
notre objectif, on s'appelle le Jour de la Terre Canada. C'est super, on est au Québec, on a un dynamisme incroyable au niveau de l'électromobilité, mais notre objectif, c'est vraiment l'Ontario, la Colombie-Britannique, de faire l'ensemble du Canada. À terme, le rêve, la vision, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais mon rêve, c'est d'avoir une borne à tous les 40 000 habitants, d'être capable de traverser, de faire un rallye. Le rêve, c'est vraiment d'organiser un rallye qui va être alimenté par les bornes de recharge de la recharge éco à travers le Canada d'ici 2025. C'est des beaux projets, hein? C'est des très beaux projets. Écoutez, comme dernière question, en terminant, une question que peut-être certains auditeurs qui connaissent pas votre réseau se posent. Quelle est la tarification à vos bornes? Est-ce que c'est une tarification unique au Québec? Et si oui, quelle est-elle? Oui, donc la tarification est à 14 $. Donc, vous savez, vous êtes en présence d'une borne de 60. Donc, c'est une tarification du marché. On a voulu être donc, c'est une tarification qui se calque sur Tesla et sur circuit électrique sur Flow. Donc, c'est une borne qui est à 62,5 mais pairable. Donc, elle roule jusqu'à 125. C'est pour l'instant un tarif unique à 14 $ de l'heure, donc 23 sous la minute, qui va tendre à être un tarif dynamique. Donc, quand vous serez à 62 points, normalement, d'ici 2 ans, on aura une tarification dynamique, un prix en dessous de 62,5 et un prix au-dessus de 62,5. Et voilà, mais il y a la particularité, donc si vous dites les goodies de notre réseau, c'est que à chaque 22 avril, donc, mais à chaque 22 de chaque mois, chaque borne, donc chaque paire de bornes, chaque site est jumelé avec un organisme communautaire et l'ensemble des ventes sont remis à un organisme communautaire à un organisme communautaire allié à la borne. Donc, les promotions, vous allez voir, là, on est en construction, là, on n'est pas encore en promotion, il va y avoir plusieurs promotions, mais ça va toujours être des promotions qui vont être axées sur l'action environnementale, sur le bien-être à la communauté. Donc, on veut vraiment que cette borne-là devienne la propriété de tous et qu'elle soit au service de la communauté. Donc, si on veut faire une bonne action, on attend le 22 du mois, puis on va faire le plein chez Recharge Éco. Exact. Et puis, on aide la communauté par le fait même. Exact. Ben écoutez, M. Pierre Lucier, président du Jour de la Terre Canada, merci beaucoup pour votre entrevue aujourd'hui. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport. Et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, va-t-on avoir assez d'électricité pour charger tous nos véhicules? Avec l'augmentation de la part des véhicules électriques qui sont sur nos routes,
On se fait souvent demander, mais est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour charger tout le monde? C'est une excellente question, parce que si un jour Hydro-Québec ne réussit pas à avoir assez d'électricité pour charger tous nos véhicules, il va falloir aller vers des alternatives. Puis ces alternatives-là ne sont pas toujours bonnes pour l'environnement. Ou encore, peut-être un manque d'électricité va nous amener à freiner l'électrification de nos transports, qui serait évidemment une mauvaise chose pour le climat. La question est donc complexe. Combien d'électricité on va avoir besoin dans le futur et comment on va réussir à le produire? Cette question-là a été analysée par un rapport de la firme Dunsky qui est sorti en juin 2021. Dans ce rapport, on peut lire que pour que le Québec soit carboneutre en 2050, il va nous falloir 271 TW de plus d'électricité par année. De ce chiffre, environ la moitié, soit 137 TWh, sera de la nouvelle production qu'Hydro-Québec devra mettre en place d'ici 2050. Le reste de l'électricité qui sera nécessaire pour être carboneutre sera libéré grâce au négawatt, qui est en fait des mesures d'efficacité énergétique qui permet de libérer des terawatts sans nécessairement introduire des nouveaux moyens de production. 137 TWh de nouvelle production, c'est énorme. Pour vous donner une idée, en 2021, Hydro-Québec a eu un contrat d'approvisionnement de l'État de New York de 10 TWh. Une autre comparaison pour vous aider à bien comprendre, 137 TWh, c'est 17 fois la production qu'on va avoir au nouveau complexe de la Romaine, qui est présentement en construction dans le nord du Québec. Pourquoi on va avoir besoin d'autant d'électricité? Parce qu'en fait, d'ici 2050, c'est pas seulement le transport qui va devoir être électrifié. Dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels, il y a aussi un tas de procédés qui émettent présentement des gaz à effet de serre qui vont devoir être électrifiés. Donc, de ce 137 TWh supplémentaire qu'on va avoir besoin, environ 50 va être attribué au transport seulement. Mais la grande question est à savoir d'où va venir toute cette électricité supplémentaire qu'on va avoir besoin. Dans le rapport Dunsky, on s'entend pour dire qu'on ne misera pas dans le futur sur d'autres complexes hydroélectriques, mais plutôt sur l'énergie éolienne et solaire. Donc, d'ici 2050, on parle de multiplier par 10 le nombre d'installations éoliennes présentes au Québec et aussi d'ajouter des énergies solaires faites par des compagnies ou par des particuliers sur leur toit de leur maison. Et on est extrêmement chanceux au Québec parce que l'hydroélectricité est une sorte d'énergie qui s'amalgame très facilement avec le solaire et l'éolien, car il va toujours être possible d'avoir de l'électricité de sources différentes, de l'éolien et du solaire quand ces énergies-là sont disponibles, ou de l'hydroélectricité quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil. Si vous voulez en savoir plus sur la façon qu'on devra procéder pour fonctionner de cette façon, je vous invite à aller écouter l'épisode 98 intitulé « Le Québec, la batterie de l'Amérique du Nord », diffusé en mars 2021. Comme je vous ai parlé plus tôt, il va falloir instaurer des nouveaux moyens de production d'électricité, mais il va falloir aussi miser grandement sur l'efficacité énergétique. Et ce, dans tous les domaines, résidentiel, commercial, industriel, mais aussi dans le domaine des transports. Ça ressemble à quoi, l'efficacité énergétique dans le transport? On parle en fait de diminuer grandement l'utilisation de la voiture solo, donc au lieu d'avoir tout le monde dans sa propre voiture électrique, on mise principalement sur le transport en commun qui est beaucoup plus efficace pour déplacer des personnes, mais aussi de repenser notre urbanisme pour favoriser grandement le transport actif. Même chose pour la marchandise, d'avoir des moyens de transport beaucoup plus efficaces qui utilisent pas seulement des camions, mais aussi des trains et des bateaux qui devront eux aussi être électrifiés. L'atteinte de la carboneutralité en 2050 sera donc pas facile. Il faudra restructurer énormément de secteurs de notre société, mais si on commence à y réfléchir maintenant et on agit intelligemment, ce sera possible de le faire. C'était Nicolas Lambert pour une nouvelle chronique 100% Net Zéro. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono.
Une question qui revient souvent, c'est toute la question autour de la régénération d'énergie, du freinage régénératif. Sachez que sur une voiture électrique, chaque fois que vous levez le pied de l'accélérateur, donc que vous ralentissez ou que vous freinez, une partie de l'énergie est récupérée et retournée vers les batteries, ce qui a pour effet de créer une compression, donc un ralentissement du véhicule, tout en rechargeant très légèrement votre batterie. C'est très bon, ça vous permet de faire quelques kilomètres supplémentaires. Le fait de très peu ou beaucoup moins utiliser le frein, donc d'utiliser la régénération d'énergie pour ralentir le véhicule plutôt que le frein mécanique, aura cependant l'effet pervers de sous-utiliser les freins qui auront tendance à rouiller parce qu'ils sont trop peu utilisés. Il est donc recommandé avec un véhicule électrique, surtout si on utilise beaucoup la régénération d'énergie, de faire un nettoyage des freins une fois par année pour éviter tout problème qui pourrait survenir. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Pour la saison hivernale, les activités sont pas mal au ralenti. Il y a juste 2 conférences à venir en début 2022, des conférences que j'aurai la chance de donner. La première, le 25 janvier à 18h30 à la bibliothèque Bruno Sigmund de Shawinigan. Et la deuxième, le 24 mars 2022 à 19h, cette fois à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Ces conférences sont réservées aux abonnés des bibliothèques. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs et invités aujourd'hui, particulièrement Stéphane Levert, Nicolas Lambert ainsi que Pierre Lucier. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Et toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité, écrivez à info@avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez leur site internet www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.